À la fin des années 60, George A. Romero fonde avec ses amis la société Image 10 Production. Ils réunissent de peine et de misère 114 000 $, dont 60 000 de leur poche. C'est vraiment poche, hein? Et décident de tourner un film d'horreur parce que c'est bien connu, quand t'es fauché, tu fais soit du porn, soit de l'horreur. Ce film, qui sera le premier de la fameuse saga des morts vivants de Romero, date de 1968 et a pour titre Night of the Living Dead. exact, La nuit des morts vivants. Et il rapportera entre 4 et 5 millions de dollars. Dans ce film, on suit une jeune femme nommée Barbara Blair. They're gonna get you, Barbara. They're gonna Exactement, get hein, you. tu t'en rappelles? They're gonna get you, Barbara. Oui. Barbara se rend en Pennsylvanie accompagnée de son taquin de frère, un peu débile, pour se recueillir, comme à chaque année, à la même date, sur la tombe de leur défunt père. Sauf qu'elle est aussi stupide, hein. Elle est blonde, puis elle fait tout le film, tu veux juste. Oui, mais c'est l'époque. Qu'est-ce que tu veux? Alors, le cimetière rend Barbara très mal à l'aise et Johnny, son frère, s'en donne à cœur joie pour se moquer de ses frayeurs. Barbara prend ses distances, puis se fait soudainement attaquer par un homme à l'aspect étrange. Un peu comme ça, là. Ça va? Puis, Hey, toi, t'es pas normal. Va t'étendre un petit peu, là. Hein? Qu'est-ce que t'es froide? Tu as toujours été froide de même ou je sais pas. ça va pas bien, toi, hein? Ça va. C'est correct. Ah! Attends! Qu'est-ce que c'est ça? C'est parce que va te voir dans le miroir, là, ça va pas, là. Attends, je vais essayer de péter, ok? Non, ok. Mais, Attends. Essayer de on va péter, ça marche pas. Si, Sou, comment? Mais ça marche pas! Non, mais là, Sou, c'est pas normal, là. Mais Hein? non, qu'est-ce que vous pensez? C'est juste cool un peu de sang, mais c'est correct. Correct, ça va aller. T'inquiète pas. Moi, je suis magique. Rien ne peut me faire mal. Hein. Continue. Où est-ce que j'en étais? Oui. Alors, paniquée, Barbara s'enfuit et elle se réfugie dans la maison d'une ferme isolée. Et là, elle fait la rencontre de Ben. Ben est un camionneur afro-américain. Oui. Ou noir. Et lui, il a la bonne idée de solidifier les portes et les fenêtres de la maison en clouant des Mais planches de bois. c'est parce qu'il est intelligent. Pendant Pas le comme reste elle. du film, Barbara, en état de choc, ne fera plus grand-chose à part pleurnicher et crier. Qu'est-ce que je dis? Quant à la fin, attention spoiler, Spoiler! au petit matin, Ben, notre héros à la peau noire, qui s'avère être le seul personnage qui a survécu à la nuit, Parce qu'il était intelligent. se fait tout bêtement buter par le chef d'une milice de citoyens blancs armés, le confondant avec un zombie. Tout le monde a vu là un message puissant dénonçant le racisme aux États-Unis parce que, en plus, la même année que le film fut tourné, en 1968, Martin Luther King Jr., un militant noir pour les droits des Afro-Américains, s'est fait buter dans un motel. Une balle en plein visage, lui sectionnant la veine jugulaire. Bref, une mort étrangement similaire à celle de Ben dans le film. N'importe quoi. Mais malgré cette troublante similitude, George Romero, le créateur du film, a toujours nié une quelconque allusion antiraciste. Lui, là, il expliquait en entrevue que Dwayne Jones, l'acteur qui interprétait Ben, était tout simplement le meilleur acteur à avoir auditionné pour le rôle. Et le fait qu'il soit noir, c'est une simple coïncidence. Ah bon? Et Romero a décidé de ne pas changer le scénario en fonction de la couleur de la peau. Romero dit qu'une fois son acteur trouvé, C'est drôle. Ok, c'est bon. Romero prétend aussi que, au moment où il a appris la nouvelle de l'assassinat de Luther King, il en était déjà à l'étape de la distribution de son film, qui était déjà terminé depuis longtemps.
Donc, si on en croit Romero, l'étrange similitude entre le film et les événements réels de l'époque était bel et bien le fruit du hasard. J'ai un peu de mal à le croire, mais il arrive parfois qu'une œuvre transcende ses origines modestes et dépasse ses intentions initiales pour marquer l'histoire de façon inespérée. Il est aussi intéressant de noter que George Romero et John Russo, qui ont coécrit le film ensemble, se sont largement inspirés d'une nouvelle de Richard Matheson. Mais câlisse! Excuse-moi. Qu'est-ce que c'est ça en dessous? Non, mais regarde, va Aidez-moi. t'étendre un peu, ok? Ça va te faire du bien. Hein? Correct. Elle se sent pas bien, je pense que je veux même pas y penser. Ça va aller, je pense. Ça va aller. Repose-toi, ok? Oui. Alors, comme je disais, Russo et Romero ont écrit ensemble La Nuit des Morts-Vivants en s'inspirant largement d'une nouvelle intitulée I Am a Legend, Je suis une légende, écrite par Richard Matheson. Cette nouvelle a été adaptée à 3 reprises au cinéma dans des films mettant en vedette Charlton Heston, Vincent Price et Will Smith. Parce que dans la nouvelle et les adaptations, les humains étaient changés en vampires, il fallait trouver une autre mutation. Alors c'est Romero qui a pensé aux cadavres réanimés. Mais il les appelait les ghouls. D'ailleurs, à aucun moment dans aucun de ces films n'est prononcé le mot zombie. Et puisque dans Je suis une légende, les vampires mutants s'attaquaient aux humains pour se nourrir de leur sang, il était tout à fait naturel pour Romero que ces créatures à lui s'attaquent aux humains pour se nourrir de leur chair. Ce premier volet de la trilogie des morts de Romero était une réponse au malaise causé par la guerre du Vietnam. La fin du film se voulait une sorte de critique de la couverture explicite qu'ont fait les médias de la guerre. La façon dégueulasse dont les chaînes télé ont exploité la tragédie. En effet, pendant une bonne partie des 20 ans qu'a duré cette guerre, les familles américaines voyaient à tous les jours des images atroces à la télé, dans des reportages non censurés qui passaient à l'heure du souper et qui ont marqué toute une génération d'enfants pour le reste de leur vie. Romero fait mourir son héros, le courageux survivant de l'attaque des zombies, en le faisant tuer par un groupe de rednecks. Que ce soit volontaire ou non, le pessimisme et la désillusion d'un peuple face à son gouvernement est bel et bien présente dans le long métrage. Un remake de La Nuit des Morts-Vivants sortira en 1990 et sera réalisé par le créateur légendaire d'effets spéciaux Tom Savini. Soulignons que dans cette version, plutôt pas mal, le personnage de Barbara est carrément badass et survit à la nuit. En 1978, Romero récidive 10 ans après son début fracassant avec le deuxième volet de sa saga intitulé Dawn of the Dead, l'aube des morts-vivants. Le fléau des morts-vivants se répand partout dans le monde et rien ne peut l'arrêter. Le film se concentre sur un groupe de 4 personnes qui se barricadent dans un centre commercial à grande surface pour se protéger des zombies, tout en ayant un accès direct à tous les vivres et accessoires nécessaires à leur survie. Le film est une production italo-américaine et sera remonté par le maître du giallo italien, Dario Argento. La version d'Argento sera nommée Zombie, assumant cette fois les origines africaines du phénomène. La version d'Argento est la plus violente, alors que celle de Romero est plus décalée. Ce deuxième volet est infiniment plus brutal et plus gore que son prédécesseur, suivant la tendance de l'époque pour le cinéma d'horreur. Du sang, des entrailles qui giclent, des têtes qui explosent, en veux-tu, en v'là. Le film est une débandade d'effets ingénieux et innovateurs dû à l'immense talent de Tom Savini.
À cause de cette violence, le film aura quelques problèmes avec la censure, mais rapportera quand même 40 millions de dollars pour un budget initial de 1,5 million. Mais le film est bien plus qu'un festival de gore. Il est aussi une virulente critique de la société de consommation qu'est devenue l'Amérique, une contestation anticapitaliste. Consommer fait tellement partie de nos habitudes que nous ressemblons à des zombies. Les zombies ne font que deux choses, se reproduire et se nourrir. Exactement comme nous. Nous sommes eux. Ils sont nous. Jadis, nous étions des êtres complets, mais le système capitaliste américain a fait de nous des zombies, qui ne faisons rien d'autre que bosser, nous reproduire jusqu'à surpeupler notre planète et surconsommer avec un appétit insatiable. L'un des personnages du film fait même la remarque que les zombies sont attirés par le centre commercial par leur instinct, pour se rappeler leur principale activité de leur vie perdue, le shopping. Par ce deuxième volet, Romero réassocie le zombie avec l'esclavage, comme dans ses origines haïtiennes. À l'origine, le zombie était l'esclave de son maître, le sorcier vaudou. Aujourd'hui, nous sommes esclaves du système qui nous exploite, puis nous incite à toujours plus consommer, à nous endetter de façon à devoir travailler encore plus. Nous sommes les nouveaux zombies. Des êtres vides, sans âme, qui errent sans aucun véritable but, afin de servir nos maîtres, l'élite qui nous contrôle. Le film a été pendant de nombreuses années descendu par la critique, qui n'y voyait que l'extrême violence et rien de son message sous-jacent. Ce n'est que dans les années 2000 que l'apocalypse zombie de Romero a été réhabilité comme étant une puissante métaphore prophétique qui représente notre société qui se dévore elle-même. La version italienne entraînera ses propres suites, dont celle de Lucio Fulci, un autre maître de l'horreur italien. Ce film, par sa mise en scène extrêmement lente et contemplative, et ses superbes maquillages, a son propre style. Poursuivons avec la saga de Romero et son troisième volet, Day of the Dead. Le film se passe dans un camp militaire qui est occupé par deux groupes en opposition, les scientifiques et les militaires. Les militaires veulent exterminer tous les zombies, alors que les scientifiques souhaitent les étudier pour trouver une cure contre la contamination. Un savant du groupe de scientifiques essaie de domestiquer l'un des zombies, qu'il a nommé Bob, et qui s'avère être bien différent des autres zombies. Pas du tout agressif, il se montre plutôt amical, écoute de la musique, parvient même à communiquer avec son maître. Encore une fois, Romero critique la société en nous montrant cette fois que le pire ennemi de l'homme a toujours été et sera toujours son semblable. Dans le film, les humains se montrent encore plus sauvages que les zombies, quand les deux clans opposés qui cohabitent finissent inévitablement par s'entretuer. Quand Bob, le zombie domestiqué, découvre que le chef des militaires a tué son maître scientifique, il réagit avec une émotion bien humaine et il se venge en tuant le meurtrier de son maître et ami. Puis, il exécute un salut militaire moqueur. Day of the Dead connaîtra une préquelle assez médiocre et deux rip-offs sans aucun intérêt, ainsi qu'une adaptation télé qui ne se prend pas trop au sérieux, qui est présentement en diffusion sur Sci-Fi. Romero créera 20 ans après
Day of the Dead, une deuxième trilogie de morts-vivants. Évidemment, cette nouvelle trilogie n'aura pas du tout un impact comparable à sa première. Normal, parce que cette fois, il n'invente pas un genre qui change le monde du cinéma. Il se contente de poursuivre son œuvre, mais au milieu d'une foulée d'imitateurs. Mais il le fait toujours avec panache. Dans cette nouvelle trilogie, les morts-vivants évoluent et s'humanisent toujours plus, tandis que les vivants continuent de régresser à l'état sauvage et primitif en s'enfonçant dans les travers matérialistes dénoncés par la première trilogie. Les zombies ressentent maintenant des émotions bien humaines et des désirs d'affirmation, de rébellion et de vengeance. Ils forment une société organisée qui se battent pour leur droit de vivre et non seulement pour se nourrir. Aussi, en 1985, quelques semaines à peine avant la sortie de Day of the Dead, Dan O'Bannon crée avec son Return of the Living Dead une comédie d'horreur méta-punk complètement déjantée et vraiment réussie. C'est désopilant et bourré d'action, en plus d'amener plusieurs nouveaux éléments intéressants au mythe du zombie. D'abord, c'est le premier film avec des zombies rapides. Et alors que dans les films de Romero, on pouvait tuer les zombies d'une simple balle en pleine tête, dans cette version, les zombies sont à peu près impossibles à tuer, à moins de les brûler jusqu'aux cendres. Parce que même découpés en petits morceaux, et même le cerveau en bouillie, les morceaux continuent de bouger. Aussi, c'est ce film qui a ajouté la préférence des zombies pour le cerveau des vivants. Dans ce film, les monstres s'en prennent aux humains pour dévorer leur cerveau, se désintéressant du reste du corps. L'une des créatures, une fois captive et solidement ligotée, explique que le fait de consommer le cerveau des vivants apaise leur douleur d'être morts. C'est ce film qui a popularisé l'une des répliques les plus cultes du cinéma d'horreur. Brain. Le retour des morts-vivants aura pas moins de 4 suites. Pour moi, la seule suite qui mérite mention, c'est le 3e volet, réalisé en 1993 par Brian Yuzna, qui mélange plus ou moins adroitement la romance et le gore avec de l'originalité et de l'audace. En 1992, un certain Néo-Zélandais du nom de Peter Jackson, encore méconnu par ici, réalise ce qui est probablement la comédie d'horreur la plus gore de tous les temps, Brain Dead ou Dead Alive, selon l'édition. Une infestation zombie dont l'origine est la morsure d'un rat mutant. Pour ceux qui l'ignorent, Jackson deviendra plus tard riche et célèbre pour avoir tourné la saga du Seigneur des Anneaux. En 2002, le cinéaste britannique Danny Boyle, le Trainspotting Dude, Je me sens mieux. Enfin, je sens plus rien, mais je pense que ça va. Je pense que c'est correct. Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir? Non, pourquoi? Est-ce que mes cheveux sont plats ou quelque chose? Non. Ah, ok, c'est bon. Mais alors, tu vas bien, non? Oui. Ok. Tu as parlé de quoi? Je manquais beaucoup, désolé, mes amis. Je suis rendu à 28 jours plus tard, un film que tu connais bien, hein? Oui. 28 Days Later. Ouais. Qui raconte l'histoire d'une épidémie qui sévit à Londres quand un groupe de militants pour la cause animale libère des animaux d'un laboratoire, dont un singe infecté par un dangereux virus extrêmement contagieux qui transforme tous les habitants en bêtes enragées. Parfois, on faisait quelque chose de bien, on fait plus de mal. C'est ça qui arrive, oui. Le film suit les tribulations d'un dude qui se réveille d'un coma 28 jours après le début de l'épidémie et qui tente de survivre avec une poignée d'autres malheureux dans la ville infestée de monstres assoiffés de sang. Ça va? Oui, ça va? Correct. C'est bon.
J'ai plus ou quoi? Non. Quoi? Oui. Danny Boyle, le réalisateur, prétend que son film n'est pas un film de zombies. Et il a raison. Les infectés, même s'ils ont perdu leur humanité, ne sont pas morts. Loin de là. C'est vrai. Ils débordent d'énergie, comme des drogués au speed. Et ils sont extrêmement rapides et voraces. Mais comme dans les films de zombies, le groupe de survivants tente d'échapper au groupe de monstres qui les contaminent par morsure. Ce qui les change eux-mêmes en monstres. Finalement, c'est pas si éloigné du film classique de zombies. Film de zombies ou pas, c'est excellent et intense. N'est-ce pas? Oui. C'est vrai. Ce film aura même une suite en 2007, 28 Weeks Later. Aussi réussi, sinon plus, hein? Oui, mais à la fin, il... Non, mais pas de spoiler. Pas de spoiler, mais à la fin... Qu'est-ce qui se passe à la fin? presque. Oui. On parle pas de ça ici. Alors, ces deux films ont redéfini le zombie moderne. Il y a plein de monde qui pense que c'est 28 jours plus tard le premier film d'infectés ou des zombies rapides. Mais non. Return of the Living Dead, comme on a vu plus tôt en 1985, avait déjà des zombies qui courent. Et en 1980, pas moins de 24 ans avant le remake de Dawn of the Dead, il y a eu le magnifique nanar italien Incubo sulla città contaminata, ou en anglais Nightmare City, ou le titre américain City of The Walking Dead. Oui, oui. Oh mon Dieu. Ou le titre français L'avion de l'Apocalypse. J'aime bien ce titre-là. L'avion de Apocalypse. Oui, monsieur, oui. Un mystérieux avion atterrit en catastrophe dans un aéroport. Quand la porte de l'avion s'ouvre, des dizaines de zombies en sortent et attaquent tout le monde. Mais en réalité, ce sont des victimes d'un accident nucléaire. Ils sont infectés par des radiations. Ce film est une perle pour les amateurs de nanar. Malgré tout, c'est vraiment avec 28 jours plus tard et sa suite que les zombies seront revampés en sprinters survoltés. Et c'est dans cette nouvelle vague de zombies ultra speedés que s'inscrit en 2004 le remake de Dawn of the Dead, réalisé par Zack Snyder. Tu connais, hein? Tu connais Zack Snyder? Dis oui. C'est le gars de 300 que t'aimes bien, hein? Oh, et de Man of Steel. Man of Steel avec le cœur. C'est ça. Et Justice League. Ouais, je sais, t'aimes moins, mais quand même. Hein? Quand même. Et c'est d'après un scénario de James Gunn. James Gunn. Le papa des Gardiens de la Galaxie au cinéma. Et tout récemment, du nouveau Suicide Squad. J'avoue que j'adore ce remake de Snyder. Parce qu'il est efficace et vraiment fun. Hein? Et la séquence d'ouverture est probablement la plus percutante du cinéma. Avec The Man Comes Around de Johnny Cash. Johnny Cash. En musique de fond qui décrit l'apocalypse biblique de la façon la plus cool du monde. Alors, quel est le mieux? Le zombie lent et maladroit? Ou les zombies speedés! Moi, je suis de la vieille école et personnellement, je préfère le zombie lent.
Mais ça dépend, parce que si je suis dehors avec plein de zombies, je préfère là. Ben oui. Si je suis dehors avec zombies vite... Dans World War Z, j'avoue que l'effet, quand on voit les milliards de zombies qui courent vite, vite, vite de loin et qu'aucun obstacle ne peut les arrêter, j'avoue que ça, c'est un peu angoissant quand même. Mais ça, c'est facile à battre. Mais tu trouves pas que la lenteur a quelque chose d'inquiétant en soi? Est-ce que ça te rappelle pas un peu la mort qui s'approche de nous lentement, mais sûrement, et qui n'abandonne jamais? Parce que tôt ou tard, on le sait qu'on va y passer. Tu comprends? C'est ce sentiment de malaise. Moi, je comprends pas, je suis déjà morte depuis longtemps. Mais regarde, imagine Je comprends pas vos humains. Michael Myers, hein? Imagine lui, là, court. Hein? Non, Ce bizarre. serait rien du tout, hein? Il n'y a pas besoin de courir, parce qu'il sait qu'il va t'attraper de toute façon. Moi, je dirais que la lenteur est surnaturelle. Imagine It Follows. Hein? Hein? Il n'y a pas plus lent que It Follows. Imagine qu'il court après toi. Voyons donc. Hein? Ce serait... Mais voyons donc, quelqu'un film doit être là, quelqu'un film doit être... Ben, justement, il y a une saga qui a les deux. Ah oui. Jason Voorhees! Ben oui! Au début, là, il court. Ben oui, il court. Hein? Puis, est-ce que c'est effrayant? Je sais pas. Honnêtement, là. Non. Mais à un moment donné, là, c'est parce que lui, là, Jason, il meurt à chaque film. Hein? Exactement Comme Freddy Krueger. Comme Michael Myers et tout comme ça. Michael Myers. Bon. Mais à un moment donné, là, hein, il se fait donner la volée, une sévère raclée par un enfant de 12 ans. Oui. Et par sa propre machette. Franchement, Jason, pas fier de toi à ce moment-là. T'es un peu idiote. Mais à partir de cette mort-là, là, il revient encore une fois. Oui, mais de façon surnaturelle. C'est un éclair qu'il réanime exactement comme le monstre de Frankenstein. Oui, et à partir de ce moment-là, on peut dire que Jason est un zombie. Hein? Et qu'est-ce qu'on remarque? Il a plus de pénis. Il ne court plus. Ah. Parce que ce serait ridicule. N'est-ce pas? Oui, je suppose. Mais à partir de vendredi 13/6, Jason Lives, eh bien, je dirais qu'il a beaucoup plus de charisme. Ouais, il a quelque chose en plus. C'est une menace implacable qui n'a pas besoin de courir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je m'en calisse de lui un peu, désolé les fans. Tu sais que Chainsaw Massacre, imagine que lui, il marche là. C'est bizarre. Alors, un film est comme ça, un film est comme ça. Si vous êtes d'accord avec moi, écrivez en dessous de vidéo. Si vous êtes d'accord avec lui, va te faire voir. J'ai pas dit ça. Psst. Non, mais quand même, hein. En tout cas, comme je disais, il y a deux sortes de zombies, les rapides et les lents. Et j'avoue que dans chacune des catégories, il y a des films efficaces. Un film de 2016 qui nous vient de la Corée du Sud, que j'aime vraiment beaucoup, et qui s'intitule Train to Busan. Ça, c'est excellent film. C'est plus qu'un film de zombies. C'est un film assez touchant, je dirais, sur la paternité, sur un père absent qui s'en veut, qui a des regrets et qui trouve finalement le moyen de se racheter. Oui. Ils sont bien sûr coincés dans un train infesté de zombies. C'est vraiment réussi à tous les niveaux et je vous le conseille fortement. Le film de zombies se prête aussi très bien à la comédie. Ben Zombieland, oui. Zombieland. On le sait, l'humour et l'horreur, quand c'est bien dosé, c'est toujours efficace. Et quand les acteurs sont bien sexy. Les meilleures comédies de zombies, selon moi, c'est Return of the Living Dead, numéro 1. Le premier Zombieland, en 2009, avec ses zombies hyper rapides. Et surtout, Shaun of the Dead, en 2004.
dont les zombies lents rendent un excellent hommage à la saga de Romero. Est-ce que tu sais qu'il y a un film romantique des zombies? Oui. Tu sais. Je pense que tu parles de Warm Bodies. Exactly. Un film de 2013. Est-ce que l'amour peut guérir un zombie? Ou stopper et inverser le processus en lui rendant sa chaleur humaine? C'est ce que ce film explore. Oui. Et tout récemment, Zack Snyder est revenu au film de zombies, le savais-tu? Avec Army of the Dead. Au départ, Army of the Dead se voulait une suite à son Dawn of the Dead de 2004. Mais finalement, le projet s'est transformé en une histoire de braquage dans un Las Vegas en quarantaine pour cause d'infestation de zombies. Le film a été pour moi une bonne surprise, même si je préfère Dawn of the Dead. Un autre film sur le thème du zombie se nomme Dead Girl, sorti en 2008. C'est un film américain qui raconte l'histoire de deux ados, Reject, Ricky et JT, qui décident un beau jour de sécher leurs cours et d'aller se saouler la gueule dans un hôpital désaffecté. Oh mon Je Dieu, le sais, c'est bonne idée. t'aimerais beaucoup, oui. Une fois dans l'hôpital, ils pénètrent dans une pièce secrète. Et là, ils découvrent une femme complètement nue dans un sac de plastique transparent enchaîné à une table de métal. Elle est inerte, elle semble morte. Sauf que... Mais elle est toujours en vie. Oui, vous avez compris, c'est une morte vivante. Un zombie. Probablement le résultat d'une horrible expérience secrète qui aurait mal tourné. On l'a tout simplement abandonnée là parce que voulez-vous, elle ne peut pas mourir. À partir de là, le film, déjà très malaisant, devient de plus en plus perturbant et pénible à regarder. Parce que JT décide de faire de la fille son jouet sexuel qu'il pourra utiliser pour se satisfaire à chaque fois qu'il en a envie et de toutes les façons qu'il a envie. Un film d'horreur, mais dont l'horreur ne vient pas du monstre surnaturel, mais bien du monstre qui sommeille en nous et qui peut se manifester dans des circonstances particulières. La même réflexion s'applique également à la très populaire série télé The Walking Dead, basée sur une série de bandes dessinées du même nom, qui dure maintenant depuis 11 saisons. Le principal intérêt de cette série, qui développe le même concept de Romero mais avec encore plus de pessimisme, c'est que malgré les morts qui marchent partout, la vraie menace d'une saison à l'autre ne vient jamais d'eux, mais bien d'un méchant bien humain et bien vivant. Un méchant toujours différent et toujours plus redoutable et impitoyable à chacune des saisons. Les humains, la pire maladie de la Terre. Hey. Bye. Qui brûle des lèvres et de ceux qui nous écoutent présentement, c'est dans la réalité, est-ce qu'il y a des zombies? C'est ça que vous voulez savoir dans le fond.